Bien, merci. Bonjour, bienvenue. Je suis très heureuse de vous accueillir ici avec mes trois confrères avec lesquels nous travaillons sur ces dossiers. François Philippe Vac, qui est à ma gauche, Arnaud Durand, qui va s'attarder sur Gabriel, il n'est pas loin, Valérie Saint-Amand, qui travaille avec moi depuis très très longtemps, et Michel Rizazi, qui va vous expliquer pourquoi elle est là, avec qui j'ai des liens d'amitié de plusieurs décennies. Qui vous vieillit là. Voilà, alors, on vous a réunis ce matin. Bonjour. Bonjour, je vous en prie, on vous a réunis ce matin pour vous expliquer un peu ce que nous sommes en train de faire et pourquoi nous sommes en train de le faire. Donc, une série d'actions vont être lancées. Mes confrères vont vous dire ce qu'ils ont déjà fait et ce que nous allons faire. Michel Rizazi va vous expliquer l'initiative qu'elle prend avec nous. Et je vais vous expliquer ce sur quoi nous avons d'ores et déjà travaillé, qui consiste à poser la question sous l'angle de la santé. Il y a beaucoup d'angles pour poser la question, on va y revenir tout au long de cette conférence de presse. Mais la question est la suivante. Un certain nombre d'études ont été réalisées dont l'ANSES dit elle-même qu'elles ne sont pas décisoires. L'ANSES pense qu'il n'y a pas de problème, mais ce n'est pas décisoire et on n'a pas d'études définitives sur le sujet. On en a d'autant moins que finalement l'exposition du public aux ondes serait beaucoup plus importante que ce qui avait été initialement envisagé. Au départ, c'était de temps en temps la nuit, puis ensuite 5 heures, et il semblerait que maintenant, mais mon confrère Arnaud Durand va vous expliquer plus longuement que moi, parce qu'il est beaucoup plus calé sur le plan technique, c'est notre technicien, avocat technicien. Il semble qu'en réalité, l'exposition soit quasiment constante, puisque Enedis interroge toutes les 10 minutes. Donc, toutes les 10 minutes, ça fait 6 fois par heure, multiplié fois 24. Voilà. Donc, nous pensons que ce n'est pas raisonnable, compte tenu de tous les précédents que nous avons, de diffuser comme ça le compteur Linky, surtout à des gens qui n'en veulent pas, sans qu'on ait une étude définitive sur le sujet disant vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci. Donc, ce que nous demandons, c'est quand même assez simple, c'est que cette étude soit faite et que dans le laps de temps qui sera nécessaire pour l'étude et donc ses résultats, eh bien, il y ait une suspension et à minima une suspension pour ceux qui le demandent, et on va en venir, je vais passer la parole à Michel, c'est-à-dire les communes. Et donc nous lançons une demande au nom de la commune de Bondy, et il y en a d'autres qui sont en train de délibérer, que nous allons rajouter au fur et à mesure. Au nom d'associations, il y en a une qui a commencé et les autres vont suivre, et au nom de particuliers. Nous le demandons d'autant plus qu'il semblerait qu'un certain nombre de maires aient pu négocier avec Enedis sur le fait que dans leur commune, ceux qui ne voudraient pas de compteur n'en auraient pas. Alors, il y a des maires qui obtiennent ça, les autres ne l'obtiennent pas. Le minimum, c'est qu'il y ait une règle de commune sur toute la France. Voilà, donc tout ça est assez simple, hein, finalement, assez basique. Mais visiblement, et votre présence en témoigne, intéresse énormément de nos concitoyens. C'est-à-dire que depuis qu'on a commencé à parler de ça vendredi, mes confrères et moi-même avons reçu des dizaines de demandes de rejoindre cette action. Voilà, je passe la parole maintenant à Michel qui explique pourquoi tu es là. Alors, pourquoi je suis là, moi, c'est que, à titre personnel, lorsque les gens, enfin, Enedis commence à changer les compteurs, pour plusieurs raisons, on refuse ce changement de compteur. Alors pourquoi ? D'abord, la première des choses, vous savez que moi je suis vraiment pour la transition énergétique. Donc la transition énergétique, j'étais pour les compteurs intelligents en fait. Pour tout vous dire. Moi aussi, je précise. Non mais c'est important à dire parce que si on veut diminuer
et si on veut passer aux énergies renouvelables, et si on veut arrêter les centrales nucléaires, il faut diminuer sa consommation énergétique. Il n'y a pas de choix. Bon. Donc, pour diminuer sa consommation énergétique, encore faut-il connaître qu'est-ce qu'on consomme. Et donc, on nous a vendu le compteur Linky en disant, eh bien, en fonction de ça, vous connaîtrez votre consommation et vous aurez une réduction de cette consommation. Moi, pourquoi pas, j'étais pour ces compteurs intelligents. Or, quand on a regardé les compétences, en quelque sorte, et les propriétés de ce compteur, ça ne nous apporte pas de valeur ajoutée. Parce que le compteur, il n'y a pas d'écran reporté, et moi j'ai fait une étude européenne là-dessus, pour savoir qu'est-ce qui s'est passé dans les autres pays. J'ai vu qu'en Angleterre, ils ont obligé, si vous voulez, l'installateur de pseudo-Linky, ça ne s'appelle pas Linky, ils ont un écran reporté dans l'appartement, ce qui permet aux gens de voir leur consommation en temps réel. Quand j'ai demandé à Enedis, ils me disent non, vous l'aurez à J-1, hein, c'est-à-dire la veille. Or, quand c'est la veille, vous ne savez pas qu'il y a des appareils qui sont branchés. Et en plus, il n'y a pas d'écran. Si vous voulez, là, il faut avoir l'ordinateur. Hein. Et donc, moi, je leur dis, mais pourquoi vous ne faites pas comme en Angleterre, ou par un câble, hein, pas par Wi-Fi, par un câble, les gens peuvent avoir accès. Alors, ils m'ont dit, si on va le faire, pour les gens les plus précaires. Ça, c'était une réunion qu'on a tenue avec Laurent Sabel et la direction de l'Enedis, où ils ont dit, pour les plus précaires, on mettra un écran reporté, comme en Angleterre. Or, jusqu'à ce jour, il n'y a aucun écran reporté qui est mis chez les précaires. Après, j'ai regardé l'étude qui a été faite à Lyon, où il y a eu plus de 1500 ménages, où on avait déjà installé le Linky, puisque Lyon était une des premières villes où on a installé le Linky. Ils ont regardé si ça avait diminué la consommation des ménages, et il n'y a eu aucune diminution. Donc je leur ai dit, vous voyez bien que votre compteur n'apporte pas de valeur ajoutée à la connaissance de la consommation énergétique que l'on a. Par contre, ça vous apporte, oui, des infos à vous, mais pas aux consommateurs. Et ça a été corroboré par la Cour des comptes. La Cour des comptes qui a reconnu qu'il n'y a pas de valeur ajoutée, c'est-à-dire que ça va à l'encontre de la directive européenne de 2009 qui dit qu'il faut que le consommateur soit acteur. Or, si vous n'avez pas l'information sur votre consommation, vous ne pouvez pas être acteur, corroboré par cette étude, etc. Donc je dis, moi, votre Linky, c'est un compteur qui est obsolète. C'est un compteur qui ne répond pas à la directive européenne, et la Cour des comptes le reconnaît tout à fait, et que ça ne modifie en rien la consommation énergétique. Ça, c'est mon premier argument, et je leur dis, je ne vois pas pourquoi j'accepterais un compteur qui ne m'apporte pas une valeur ajoutée, alors que le compteur qui existe, eh bien, il fonctionne très bien, et je ne vois pas de différence entre les deux. Bon. Deuxième argument sur lequel je refuse ce compteur, et après je vous dirai, parce que c'est l'argument santé. Parce qu'en France, on a choisi d'avoir le courant porteur en ligne. C'est-à-dire que chaque fois que vous allez demander l'info au Linky, vous avez des fréquences qui vont être émises, qui vont se rajouter et qui vont passer dans votre courant électrique. Et ça, à partir du moment où ça n'existe pas avec le compteur qui existe, je ne vois pas pourquoi, je vais me rajouter de la pollution électromagnétique. Je ne suis pas électro-hypersensible, mais pour des gens qui étaient électro-hypersensibles, ils avaient demandé, ça c'était une demande que j'avais faite avec Laurent Sabel aussi, qu'on ne installe pas le Linky. Eh bien, la première des choses qu'ils font, quand les électro-hypersensibles disent on ne veut pas de Linky parce qu'on ne veut pas rajouter de pollution électromagnétique, eh bien ils changent leur compteur traditionnel avec le compteur Linky. Ce qui est incroyable, ils sont d'une mauvaise foi, c'est pas possible. Et la troisième chose, c'est par rapport, si vous voulez, aux données. À la protection des données personnelles, moi c'est très important parce que là aussi il y a eu des discours très divers suivant qui s'exprimaient. Au début ils disaient bah, c'est super parce qu'on va connaître votre consommation, etc. en fonction des appareils. Après il y a eu la CNIL qui a dit attention, tu vois, propriété privée et personnelle. Alors après ils ont dit mais on ne connaîtra que la courbe de charge. Alors qu'ils ont toute possibilité de connaître votre consommation et surtout après de vendre ces données à des entreprises. Donc ce que j'ai fait, ben, j'ai demandé à ce qu'on ne m'installe pas le compteur Linky. Là-dessus, j'ai 2 coups de fil, mais vraiment dans l'heure qui a suivi, parce qu'il y avait la personne qui installait les compteurs, donc je lui ai dit, moi, celui-là, ne changez pas. Et de suite, ben, il a donné l'info, et puis on m'a dit, mais c'est pas possible qu'une députée n'accepte pas le Linky. Mais j'ai dit, mais quand même,
vous êtes chez moi là. Je ne veux pas ce compteur. Et je leur ai expliqué les raisons. Alors l'histoire, vous voyez que ça n'apporte pas une valeur ajoutée, il était vachement embêté. Mais il m'a dit peut-être qu'après le fournisseur vous obtiendra un écran reporté. J'ai dit, mais moi, le fournisseur, c'est vous qui vous êtes engagé à avoir un écran reporté. Moi, je suis pour un compteur intelligent, mais pas celui-là. Je ne vois pas pourquoi vous utilisez aussi des ondes, parce qu'il y a dans d'autres pays, on n'utilise pas des ondes, et puis il n'y a pas l'obligation, ce n'est pas écrit dans la directive européenne, ce n'est pas écrit dans la loi de la transition énergétique, il y a une obligation de changer son compteur. Ça, c'est première étape. Deuxième étape, dans la Drôme, on a fait plusieurs réunions publiques, 400 à 450 personnes chaque fois. C'est impressionnant. Le fait, alors ça me fait penser, si vous voulez, un peu, parce que je me suis interrogée, comment se fait-il qu'il y ait autant de gens qui sont opposés au Linky? Alors c'est vrai que moi j'ai connu les gaz de schiste, il y a d'autant de personnes, je le signale, parce que pour moi c'est une atteinte à la propriété personnelle, c'est une atteinte à la liberté de choix. Et les gens se disent c'est la première fois qu'on a un objet connecté chez nous et qu'en plus on nous l'impose. On nous l'impose, comme si on n'a pas le choix de garder notre vieux compteur et qu'on nous installe un nouveau compteur qui n'apporte pas de valeur ajoutée. Donc là-dessus, dans la Drôme, eh bien, on a décidé de faire une action collective. Et il y a plus de 300 dossiers dans la Drôme qui sont déposés. Hein, et pour la suite, parce qu'il est venu à Pointe-Laval, près de Vieux-Fille, à Valence, à Étoile, enfin c'est incroyable. Les gens n'en veulent pas. Ils disent, mais il marche très bien ce compteur, pourquoi? En plus, gaspillage, qu'est-ce qu'on va faire tous ces compteurs? Ah, on sait déjà. Oui, c'est le consommateur. Ah, c'est le consommateur, parce que maintenant, il y a la loi, là. Et la dernière chose, alors là, en tant que conseillère municipale à Valence, on a fait passer un arrêté municipal à Valence pour dire, il y avait les gens d'Enedis qui étaient là au conseil municipal, ça a été voté à l'unanimité pour dire deux choses. Un, que si des gens refusent le compteur Linky, qu'Enedis ne leur installe pas. Et la deuxième chose, c'est que des débats contradictoires sont organisés au niveau de la ville de Valence. Donc, Enedis a eu la parole, hein, mais quand on lui a dit est-ce que vous acceptez que si des gens refusent, vous n'allez pas l'installer, elle a dit je ne réponds pas à cette question. Et la deuxième chose, pour les débats contradictoires, je suis d'accord. Eh bien, j'ai organisé un débat contradictoire où j'ai invité Enedis et la mairie d'ailleurs, parce que le maire c'est important qu'il y soit, puisqu'on a voté cette des libre, et un arrêté. Et bien, Enedis, pas de le dire. Et après, Enedis faisait ses propres réunions sans inviter, vous voyez, les collectifs qui étaient organisés. Donc on est dans un déni de débat démocratique, on est dans une imposition, vous voyez, d'un choix qui n'est pas le nôtre et qui ne nous apporte rien. Et en plus, d'un point de vue santé, je trouve que ça contribue à l'augmentation de cette pollution électromagnétique dans les habitations, parce que ce qu'il ne faut pas oublier, et ça, vous voyez, c'est la limite du système, c'est que si moi je refuse de changer mon compteur, eh bien, si les autres ont un compteur Linky, quand ils vont interroger toutes les 10 minutes ce compteur, ça va aussi polluer par l'intermédiaire du courant porteur en ligne mon système électrique. Donc vous voyez que, parce que ça marche en agrégat, dans les zones rurales, c'est entre 50 et 70, vous voyez, qui sont reliés et liés à un concentrateur, mais dans les villes, c'est 1000 moins. Et donc, il suffit que, vous voyez, une impulsion qui soit donnée pour un compteur pour que ça se propage en ville. Donc, vous voyez la limite du système. Donc, je trouve que c'est vraiment antidémocratique. Ils ont menti, ils mentent chaque fois. Vous voyez, ils tiennent un discours, et puis après, la réalité est différente. Et puis, on nous impose, puis, sans parler des protections personnelles, quoi. Après, ils vont savoir si j'ai un amant, à quelle heure je me couche, quand est-ce que... Plusieurs, bien sûr. Enfin, c'est incroyable. Et d'ailleurs, il y a eu... c'était Direct Énergie qui a été saisi, là, c'est au niveau des fournisseurs, parce qu'ils ne se sont pas engagés, ils n'ont pas informé l'abonné qu'ils pouvaient utiliser ces données. Voilà pourquoi c'est très important qu'il y ait un moratoire, et moi je soutiens vraiment l'initiative de Corinne, parce que maintenant il faut arrêter, on n'a pas toutes les études concernant la santé, puis cette obligation. Alors moi, en tant que députée européenne, on n'a jamais obligé. L'Allemagne n'équipe pas les particuliers, elle n'équipe que les gros consommateurs qui consomment de l'énergie, ou les gens qui ont des cellules photovoltaïques et qui renvoient, vous voyez, les énergies renouvelables, enfin, le courant issu des énergies renouvelables, aux distributeurs, en aucun cas les particuliers. Pourquoi en France,
on serait soumis comme ça au diktat d'Enedis via EDF. Moi, je trouve que c'est incroyable que les gens réagissent. Et là, il y a vraiment une différence entre les décideurs, vous voyez, les députés qui connaissent mal le problème, les députés de l'Assemblée nationale, et la population qui est flouée. Vous voyez, elle sent que les gens, c'est une intrusion dans leur vie intime. Mais ça, on n'en veut pas. Comment vous expliquez les mensonges et le déni, justement? Vous? Comment je l'explique? 7 milliards. C'est purement économique, ce... Ben, je pense que oui, il y a 7 milliards, et puis il y a toujours la même histoire, c'est que nous, en France, on a un problème avec les crêtes de consommation. Avec Les crêtes de consommation. Vous savez que lorsqu'il y a des crêtes de consommation en Europe, nous sommes responsables de 50% du besoin supplémentaire d'électricité. Pourquoi? Chauffage électrique. J'ouvre une parenthèse, j'étais quand même stupéfaite de voir que dans le rapport RTE pour la PPE, comme on appelait le PPE, l'objectif était de continuer à aller encore plus avant dans le chauffage électrique, ce qui est quand même une hérésie absolue à tout point de vue. Vous êtes un spécialiste d'énergie, vous le savez aussi bien que moi. L'électricité, c'est pas fait pour le chauffage, c'est fait pour d'autres usages, mais pas le chauffage. Donc, EDF a un problème avec ses crêtes, parce que quand il a des crêtes, il faut qu'il achète de l'électricité, donc ça lui coûte cher. Donc, les compteurs sont principalement destinés à permettre d'effacer les crêtes, c'est ce qu'on appelle l'effacement. Et c'est ça, en fait. Je pense que c'est une grande partie de l'explication du sujet. Si on veut continuer avec une électricité centralisée, nucléaire, etc., on a besoin d'effacer les crêtes. Comment est-ce qu'on efface les crêtes? En mettant ce type de compteur, mais comme dans le même temps, on a besoin que les gens consomment de l'électricité parce qu'on veut continuer à leur fournir un maximum d'électricité nucléaire, eh bien, ils ne peuvent pas avoir accès à un compteur réellement intelligent. Et cerise sur le gâteau, au lieu de prendre le système, je dirais, le moins pénalisant sur le plan sanitaire, on a pris celui qui était le plus, alors parce que c'est moins cher ou pour d'autres raisons, j'en sais rien, mais enfin, c'est une réalité. Voilà, c'est mon explication, elle vaut ce qu'elle vaut, hein. C'est comme ça que j'explique le sujet. Ouais, moi, je rajouterais quand même le fait d'avoir accès aux données. Voilà. Parce que les big data, c'est un trésor. Quand vous avez accès à toutes les données de 35 millions, parce qu'il y aura 35 millions de compteurs, mais c'est énorme. Et ça se monnaie très cher. Et d'ailleurs, le premier qui a dit ça, c'était le directeur d'Enedis qui a dit, mais on va être détenteur de énormément de données, de big data, au niveau des Français par l'intermédiaire d'Enedis, qu'on pourra après vendre. Et ça, c'est colossal. Et c'est pour ça que c'est mal accepté par les gens. Parce qu'à qui profite le crime? Eh bien, c'est à Enedis. Enedis a accès à toutes les données des ménages, et nous, on a accès à quoi? Quelle est la... Mais vous voyez, quand je vous dis la valeur ajoutée, qu'est-ce que ça m'apporte d'avoir un compteur inutile? Rien. Si ce n'est que maintenant, on va m'augmenter l'abonnement. Parce qu'avant, les vieux compteurs lissaient, vous voyez, quand il y avait des pics, si vous voulez, c'était, en fait, il y avait une marge qui était assez importante. Maintenant, les gens, ça leur coûte plus cher parce qu'on réadapte l'abonnement en fonction de ce qu'ils consomment. Et moi, j'ai vu des gens dans les réunions publiques qui me disent, depuis qu'on a Linky, ben, il y a eu une augmentation au niveau de nos factures. Donc, et en plus, avec les incendies que ça a provoqué, parce que vous êtes à Paris, vous ne vous rendez pas compte, mais alors chez nous, il y a eu plein d'incendies, parce qu'ils ont embauché des gens, moi je ne suis pas contre d'embaucher des gens avec une formation de 15 jours, sauf qu'ils mettent mal les trucs, et ça a brûlé la maison. Alors franchement, enfin, ça, on voit que ce n'est pas la compétence super au niveau des gens. Donc je vois que des inconvénients et pas d'avantages. Voilà. C'est tout à fait le discours des gens qui sont venus nous voir au départ, c'était on voit que des inconvénients. Mais pourquoi est-ce qu'on essaie de nous l'imposer? Je ne comprenais pas pourquoi il y avait cette position de force qui était adoptée par Enedis, au début avec ce qu'on appelle en droit du dol, c'est-à-dire d'essayer de leur faire croire que c'était obligatoire. Et puis le discours d'Enedis sur ce point est de plus en plus glissant. Aujourd'hui, sur des écrits, ils nous disent est-ce que c'est obligatoire? Et ils répondent c'est indispensable. Nous, on fait du droit, c'est pour ça qu'on attaque devant le tribunal, c'est que indispensable, ce n'est pas un critère juridique. Le consommateur, à notre sens, et le tribunal tranchera, n'a pas l'obligation d'accepter ces compteurs. Ça fait 2 ans maintenant qu'on demande à Enedis le fondement de cette obligation et on n'a toujours rien. Ils nous ont dit la directive, mais la directive, non seulement elle prévoit des compteurs qui ne ressemblent pas du tout à Linky, et en plus, elle ne s'impose absolument pas aux particuliers.
Donc on s'est demandé, mais pourquoi, effectivement, Enedis avait cette volonté si forte quand même d'imposer ce compteur. C'est un petit peu facile de dire, mais je suis obligé, donc je vais faire beaucoup de choses qui vont vous gêner. Et non, il y a quelque chose, il y a une motivation derrière. Et en réalité, ils veulent changer la nature du courant électrique. Aujourd'hui, le courant électrique, c'est la délivrance d'une énergie. Quelle que soit cette source, qu'elle soit nucléaire, éolienne, etc., l'électricité, c'est un moyen de transporter cette énergie. Et on aurait pu faire des compteurs intelligents sans changer ça, en utilisant des procédés qui ne sont pas polluants, pour que l'information nécessaire au compteur soit véhiculée par d'autres moyens. Et on utilise très simple. Beaucoup de foyers ont aujourd'hui une box, il suffirait par exemple, si le consommateur le veut bien, qu'il branche un compteur sur une box. Et à ce moment-là, il n'y a plus de problème de courant porteur en ligne, qui est un volet essentiel dans cette affaire. Et donc Enedis, en réalité, veut aller beaucoup plus loin. Ils veulent transformer cette énergie, cette électricité, non seulement en une source d'énergie, mais en une source d'information pour laquelle on ne choisit plus après. C'est-à-dire qu'une fois que vous l'avez, quand vous branchez un appareil, il a le protocole Linky Ready, où il a certaines manières de consommer l'électricité qui sont reconnaissables par un compteur Linky. Vous ne choisissez plus si vous informez le compteur ou pas de ce qui se passe chez vous. Et ça, c'est un volet très fort. Quand Enedis dit qu'elle veut devenir un opérateur Big Data, c'est cette volonté très forte d'aller encore plus loin que le smartphone, c'est d'être capable de savoir ce qui se passe dans les maisons. Et ça, effectivement, c'est une valeur économique très forte. Et il n'a pas fallu attendre très longtemps pour se rendre compte que les fournisseurs pouvaient être très intéressés pour forcer le consentement des consommateurs, puisque vous savez donc que la CNIL a mis Direct Energie en demeure de se conformer à la réglementation sur le recueil du consentement. Le consentement recueilli n'était absolument pas clair, et le consommateur croyait qu'il activait Linky ou qu'il était plus ou moins obligé de le faire. En réalité, il était en train de consentir à ce que Enedis transmette les informations recueillies. C'est ce qui permet de savoir l'heure de lever, qui permet de savoir à quelle heure la personne prend son repas. Donc, est-ce qu'on peut l'appeler à cette heure-là pour lui vendre des choses? Pour savoir, donner beaucoup plus grave, est-ce qu'elle se lève souvent la nuit? Et du coup, il y a des données de santé qui pourraient être intéressantes à recueillir là-dessus. Je vous rappelle que les données de santé, ça peut s'acheter jusqu'à 100 € par personne par un assureur. Et donc, ces aspects-là, ils sont fondamentaux pour expliquer pourquoi Enedis se bat et pourquoi, devant les tribunaux, à notre sens, on peut, sur le fondement d'un trouble manifestement illicite, organiser ce déploiement qui ne rentre pas dans le cadre de la directive, de manière non consentie par les consommateurs. On peut obtenir du juge des mesures par une voie rapide qui s'appelle le référé. Ça, c'est un des deux volets des actions qu'on vous présente aujourd'hui, pour contraindre l'adversaire à respecter le refus des consommateurs. Ce serait la moindre des choses sur ce volet. Mais alors, il y a une autre action, je pense, donc il faut qu'on reparle plus approfondi. En plus du référé, il y a un moment donné, il faut que ça puisse bénéficier, tout le monde soit traité sur le même plan d'égalité. Il faut qu'on puisse organiser une procédure qui va bénéficier au plus de personnes possible, en s'en prenant directement à la responsabilité de l'État. Christophe? Alors, tout a été dit et bien dit. Je vais essayer, non pas de synthétiser, mais de compléter. La première idée que je vais dire, je pense, c'est qu'autour de la table, nous sommes tous favorables à la transition énergétique. Simplement, on veut une vraie transition énergétique. On ne veut pas une solution qui est en fait un accompagnement ou une aide d'État déguisée. Et parmi les nombreux mensonges qui entourent ce dossier, il y a ça, il y a cela. On ne comprend pas aujourd'hui pourquoi on est en train de changer obligatoirement, dit-on, des compteurs électriques anciens qui fonctionnent très bien, qui ont une durée de vie de l'ordre de 50 ans, qui ne sont pas complètement amortis, ce qui d'ailleurs peut poser des problèmes de droit vis-à-vis des collectivités qui en sont les copropriétaires ou les gestionnaires. Et pourquoi on essaie d'imposer un compteur qui n'est pas adapté à la transition énergétique. On a une formule pour résumer cela, c'est que ce compteur, c'est un peu le Minitel de la transition énergétique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est un système fermé, propriétaire, qui est contrôlé par Enedis. Il n'y a pas d'interaction avec les consommateurs. C'est-à-dire qu'on sait bien qu'à l'avenir, dans les 15 à 20 ans qui viennent, nous allons devenir tous plus ou moins à la fois consommateurs, comme nous sommes déjà, et producteurs d'électricité. Et tout l'enjeu de la transition énergétique, c'est d'avoir les outils, notamment technologiques, qui vont permettre de faire une interaction en continu sur ces deux versants. Ce que ne peut pas faire aujourd'hui le compteur d'Enedis. Donc on est en train de gaspiller 7 milliards d'euros pour changer les deux compteurs avec le Linky, et on sait que dans un horizon très proche, 15 à 20 ans, dans le domaine électrique, c'est demain, on va devoir recommencer. Bien sûr, ce sont toujours les mêmes qui payent, c'est-à-dire que ce sont les consommateurs. Sans qu'on leur dise très clairement, on oublie de leur préciser qu'il y a une petite ligne qui a été rajoutée, on leur prélève tous les mois 1 ou 1,50 € pour financer tout ça. Donc déjà, c'est le premier critique de dire on nous ment, on ne dit pas toute la vérité. Ça a été dit aussi tout à l'heure, ce qui est très important, c'est le respect de la liberté de choix.
on nous impose un système, encore une fois fermé, qui a une vocation qui n'est pas la transition énergétique, mais la captation de données. C'est un domaine sur lequel je suis extrêmement sensible, et c'est une raison pour laquelle je me retrouve avec Arnaud dans ce dossier, c'est-à-dire que, sans vous le dire, on va pouvoir récupérer tout un tas d'informations, et sans vous le dire non plus, on a des protocoles qui existent avec des objets connectés. C'est-à-dire que pour le moment, c'est des informations qui sont à peu près simples, je dirais, Arnaud a déjà expliqué, l'heure de lever dans la nuit, est-ce que vous utilisez un four micro-ondes, est-ce que vous êtes au chauffage électrique, etc. Mais avec les objets connectés qui sont en train de se répandre, ce sont des informations beaucoup plus précises qui vont être utilisées contre vous, sans qu'on vous le dise, et ils vont permettre un fichage, un profilage extrêmement précis du comportement de consommation. On va pouvoir comme ça déterminer, par exemple, si vous faites chauffer un biberon la nuit, vous êtes plutôt une famille avec un enfant. Si vous êtes plutôt une famille de retraités, vous avez des coûts de chauffage plus importants. Et en fonction de ces informations, vous allez avoir un suivi commercial adapté, non pas des Enedis, mais des partenaires, des personnes qui vont acheter ces informations. Donc là encore, il y a une intrusion dans la vie privée qui est d'autant plus insupportable qu'elle est cachée et qu'elle n'est pas contrôlable. Pour toutes ces raisons, on a mis en place, avec Arnaud, Corinne et Valérie, un double moyen de défense. Premier système, c'est une défense individuelle. Vous voulez vous protéger de l'intrusion des Enedis chez vous et avoir, j'allais dire, un titre qui va être remis par un magistrat qui va vous autoriser à refuser l'installation du compteur chez vous. C'est la procédure individuelle de référé qui a été lancée depuis presque 6 mois ou un peu plus et qui à ce jour compte presque 4000 demandeurs. Les procédures vont commencer en justice au mois de juin, le temps de mettre un peu d'ordre, et ça va suivre son cours. Aujourd'hui, avec Corinne Lepage et Valérie, simplement, on lance une deuxième procédure qui a une dimension différente, qui est une dimension, c'est-à-dire véritablement nationale, dans le sens où on rappelle à l'État ses obligations de protection de la santé du public. Et donc, on lui dit, mais ça fait 5-7 ans que vous dites qu'il faut faire des études, où sont ces études? Elles ne sont pas là, donc il faut les faire. Premier rappel. Et puis comme ces études sont quand même déterminantes pour l'impact santé publique de ce fameux Linky, nous vous demandons de suspendre le déploiement du Linky. C'est une procédure qui pour le moment est gracieuse, c'est un courrier que Maître Lepage a préparé et a adressé à la ministre de la Santé et au ministre de l'Environnement pour leur demander de prendre et au Premier ministre pour prendre leurs responsabilités. Au bout d'un certain délai, là vous laisserez les spécialistes en discuter tout à l'heure, si nous n'avons pas une réponse satisfaisante de l'État, nous serons en droit, au nom des demandeurs qui vont se manifester, de saisir le tribunal administratif pour rechercher la responsabilité de l'État au nom de, justement, non-respect de la santé du public. Et c'est dans cette dimension générale que nous nous inscrivons, c'est-à-dire que ce qu'on cherche, c'est on n'a rien contre les Enedis, on n'a rien contre le Linky. On veut simplement que les citoyens soient respectés, à la fois en tant que citoyens et en tant que consommateurs. Et je finirai juste avec un mot sur la plateforme d'action collective qui gère tout ça, qui a été lancée il y a 2 ans, et qui a vocation de mettre en application l'expression « l'union fait la force ». On voit bien dans ce dossier que si vous êtes seul, même si vous êtes député face à Enedis, ils essayent de passer en force. Alors imaginez quand vous êtes une personne âgée ou un malade, et que vous avez des gens qui vous appellent en permanence 3, 4, 5, 6 fois par jour, qui viennent chez vous, qui essaient de passer la porte, c'est pas simplement coincer le pied dans la porte, essayer de vous dire c'est obligatoire, c'est la loi qui le veut, vous n'avez pas la possibilité de vous défendre. Avec la plateforme qu'on a mis en place, on a réussi à agréger plus de 4000 personnes qui vont donc pouvoir parler d'une même voix, portée par les avocats, et avoir des arguments forts pour être défendus devant plusieurs tribunaux. Et c'est donc cette union qui va peut-être, nous espérons, faire en sorte qu'enfin, Enedis et peut-être le gouvernement vont revenir à la raison, parce que pour une fois, ils vont entendre la voix des citoyens. Est-ce que vous n'avez pas peur que ce soit trop tard? Il n'est jamais trop tard. C'est tard, c'est vrai, c'est tard, mais c'est pas déployé, c'est de loin pas déployé en totalité. Jusqu'en 2021. Il y a un petit tiers qui est déployé. Un petit tiers qui a été déployé? Et quand on voit le niveau de contestation que ça atteint avec un tiers de déploiement, il y a eu un sondage d'ailleurs
hier à Saillant, qui a duré plusieurs semaines, où les citoyens pouvaient indiquer s'ils voulaient ce compteur ou pas. Il y a plus de 80%, ils ont dit qu'ils voulaient une interdiction générale dans toute la commune. Parce qu'il y avait plusieurs options, ils pouvaient décider soit de laisser vraiment chacun faire comme il veut, et voter sur le degré le plus fort. Et je pense que si Enedis continue avec les pratiques qu'ils ont aujourd'hui, c'est-à-dire basées sur le non-consentement des personnes, ça ne peut pas continuer comme ça. Sur les 8 millions de compteurs déployés, il y avait beaucoup de plaintes. Ben déjà, il y a 4000 personnes qui sont prêtes à aller en justice, et ça montre quand même, parce que quand on est prêt à aller en justice, il y a d'autres personnes qui ont l'information, qui n'osent pas se battre contre Enedis. Il y a énormément de personnes derrière. Et vous avez effectivement deux versions totalement contradictoires. Il y a la version d'Enedis qui vous dit mais le reflux c'est moins de 3%, moins de 1%, selon les interventions d'Enedis sur l'interlocuteur, ça varie dans cette fourchette. En 2011, il y a un syndicat d'énergie d'Indre-et-Loire qui avait fait une étude sur l'expérimentation Linky et qui avait remarqué qu'il y avait 61% de gens qui ne trouvaient pas ça utile. C'était avant le déploiement. C'était surtout avant la contestation massive. Maintenant, en 2017, il y a l'UFC qui refait une étude auprès de 2000 abonnés et qui nous dit que c'est 69%. Donc il y a quand même un problème. Les gens paraissent s'être enfin rendus compte que ce n'était pas contre leur intérêt et qu'ils avaient une liberté de choix en droit, ils pouvaient opposer à Enedis. Parce qu'encore une fois, les fondements juridiques, Enedis ne les a toujours pas donnés, les fondements qui justifieraient une obligation pour le consommateur. On ne le voit pas. Juridiquement, les municipalités ont une compétence quelconque pour bloquer à leur façon le processus. Est-ce que vous parlez juridique? Oui. Est-ce qu'il y a beaucoup de communes déjà qui sont mobilisées? Il y a plusieurs communes qui sont mobilisées. Alors, il y en a qui n'ont pas fait de procédure, qui ont été discutées directement avec Enedis. Il y a deux manières de prendre les choses. C'est pour ça que nous nous sommes adressés aux collectivités locales, à la fois au maire et à la commune. Le maire a un pouvoir spécifique en France qui est un pouvoir de police générale, et notamment de veiller à la salubrité et à la sécurité publique et à la santé des habitants. Bon, ça lui permet de faire un certain nombre de choses. Ensuite, il y a la commune. La commune, elle a des biens. Les compteurs appartiennent à la commune. C'est un autre fondement permettant aux communes d'agir. Voilà. C'est pour ça que nous nous sommes adressés, nous nous adressons à la fois au maire, qualité d'autorité de police municipale, et au maire, qualité de maire et représentant du conseil municipal, appelant le conseil municipal à délibérer, s'il le souhaite, sur ces compteurs qui, encore une fois, sont des biens des municipalités. Alors moi, je peux vous dire que Valence, par exemple, le conseil municipal d'opposition, on a passé cet arrêté qui demandait à ce que chacun choisisse. Et ça a été voté à l'unanimité. Eh bien, malgré ça, la première des choses, je voudrais juste faire un point quand même sur les électro-hypersensibles. Il y avait des électro-hypersensibles à Valence qui avaient écrit avec lettre recommandée à Enedis de ne pas leur installer. La première des choses qu'ils ont faites, c'est d'installer chez eux. Donc, si vous voulez, il y a tout ça derrière. Il y a à la fois, ils ne respectent pas les engagements qu'ils avaient pris, et puis il y a cet arrêté qui a été voté à l'unanimité, il passe complètement outre. Et vous avez même le ministre de l'Intérieur qui dit au préfet, si jamais il y a un arrêté, vous le cassez. Hein, et il y a des pressions des préfets vis-à-vis des municipalités. C'est-à-dire qu'en France, on a l'impression qu'il n'y a plus de débat démocratique, et c'est pour ça que c'est important que la justice reprenne le pouvoir là-dessus. Parce que si vous avez le ministère de l'Intérieur qui dit au préfet, vous cassez tous les vœux, parce qu'il y a eu beaucoup de vœux, il y a eu plus de 450 communes quand même qui ont fait passer des vœux pour dire qu'ils refusaient. Et c'est mieux de refuser carrément au niveau des municipalités. Parce que je vous dis que si on laisse le libre choix, vous voyez, Saillant, c'est dans la Drôme, c'est un village très initiative citoyenne. Ben là, 80% des gens, ils veulent que ce soit la municipalité qui prenne. Et puis alors l'histoire de la propriété ou pas, j'aimerais bien les avocats, parce que moi j'ai regardé une question écrite qui dit que c'est la municipalité toujours propriétaire, même si elle a délégué à Enedis ou à des syndicats d'électrification, eh bien on dirait que les maires, ils sont très mal à l'aise là-dessus. Il y a peut-être des contreparties. Il y a la négociation, il y a un échange, des... Mais je ne sais pas, mais en tout cas, le problème de droit, c'est que les compteurs appartiennent aux collectivités, ils sont amortissables sur une très longue durée, donc on ne peut pas les retirer sans l'accord de la collectivité. Sinon, on retire le bien d'autrui. Ouais. Donc il faudrait qu'ils n'acceptent pas le déclassement. Oui, en quelque sorte. Voilà. Il faudrait qu'ils n'acceptent pas le déclassement des anciens compteurs. Il y a un flou que artistiquement, on
organisé. Et puis il y a un aspect complémentaire, c'est que quelle que soit la propriété de ces compteurs, à qui qu'ils appartiennent, quand il y a quelque chose qui vous cause des nuisances, ça n'importe pas la propriété. Si vous avez tout simplement un voisin qui fait du tapage nocturne, peu importe que ce soit sa chaîne IFI ou la vôtre, le problème c'est le trouble qui est suivi. Et sur ces compteurs, je parlais des personnes électro-hypersensibles, l'ANSES a publié un rapport extrêmement récemment qui nous dit que c'est une réalité vécue, ces douleurs et ces souffrances, et qu'il faut les prendre en charge et qu'il faut poursuivre la recherche. Donc c'est là que le principe de précaution intervient de façon extrêmement forte. On est peut-être probablement déjà dans le risque de dommages imminents à ces personnes pour les protéger, obtenir des mesures qui, le temps que enfin ces études que l'ANSES réclame mais ne conduit pas pour gagner du temps ou pour d'autres raisons, il va falloir inverser la situation, mettre ces personnes en situation de protection, et là peut-être que les agents seront plus motivés pour ces études et ça. Est-ce qu'il y a des questions? Moi, je vais revenir plus précisément sur les actions en référé. Vous avez dit donc c'est une plateforme avec 3800 en fait contributions. C'est essentiellement des particuliers. Alors, la première procédure qui a été lancée il y a 6 mois ne concerne que les particuliers. Et elle a réuni plus de 3800 personnes à ce jour. Et comme on a renouvelé les inscriptions, on pense qu'on va peut-être atteindre les 5000 d'ici un mois. Je pense que les travaux. Ah bon, mais donc je reste prudent quand même. Il vaut mieux. mais ces procédures sont lancées pour les plus Non. déjà c'est en juin. En juin, voilà. Après, il va falloir qu'on traite chaque dossier, on les rassemble. On va essayer de faire un grand dossier à Nanterre, qui est aussi là où il est sorti d'Enedis. Et puis après, on va se répartir le territoire en fonction d'une grande agence régionale de Enedis pour permettre localement aux gens de pouvoir assister aux audiences. À Valence, il y a 300 personnes, ils sont très motivés, donc c'est normal. On prend. Non, c'est pas déposé. Mais on rassemble tous les dossiers. Et on est parti de 0, et là, on est à 300. Rien que dans la Drôme, parce qu'il y a l'Ardèche qui suit juste à côté, parce que quand on fait des trucs, nous, c'est toujours dans l'Ardèche. Mais l'Ardèche, je peux confirmer parce que j'ai reçu les demandes des Après, Ardèches. c'était des particuliers, c'est un peu. Il va y avoir des actions sur tout le territoire. Oui, on va avoir chaque juridiction. un instant. Ça, c'est une note dans la- 18 tribunaux qui vont être saisis, 18 tribunaux de grande instance qui sont dans la liste qu'on vous a remise. Tout ça, c'est accessible, transparence sur le site, puisque justement, nous, on joue la transparence contrairement à Enedis. Et le gouvernement, lui, a reçu son courrier ou pas, déjà? Pas encore. Pas encore parce que on a reçu un mandat, c'est celui de Bondy, on en attend plusieurs autres, donc c'est pas la peine de faire 5 recours ou 6 recours, on attend, disons, la fin de la semaine, que tous les mandats qui devaient arriver soient arrivés, et peut-être d'autres, d'ailleurs, qu'on n'attend pas encore à ce jour, pour saisir les ministres. Tout à l'heure, vous parlez du ministre de l'Intérieur qui bloquait. Vous n'avez pas peur, du coup, puisque là, vous me parlez de l'État, que ça se transforme en entre David et Goliath, hein? C'est pas le premier. Voilà. Oui, mais Ça, c'est courant, cher monsieur, c'est courant. Il y a même un double combat. Il y a un combat peut-être avec l'État, et puis il y a l'État dans l'État, qui est EDF. Oui, C'est voilà. le vrai enjeu, c'est ça. C'est comment se fait-il que EDF obtienne de l'État une telle participation, une telle protection? Alors, on peut expliquer, c'est une raison, mais Oui, bien c'est sûr. une vraie question. Et puis Enedis tient, mais aujourd'hui il y a la Cour des comptes qui dit qu'il y a un vrai problème sur le midi. Et Il y a la l'Europe, publication du rapport de l'ANSES sur l'électrosensibilité. Et il y en a d'autres, il y a la mise en demeure de la CNIL. Alors elle est faite à Direct Énergie, mais ça pose aussi sur le Linky le problème. Donc l'État. On voit bien peut que, être, si vous voulez, on était parti sur quelque chose qui se passait plutôt tranquille, si je puis dire. Bon, et puis, les gens n'en veulent pas, et puis un certain nombre d'institutions qui ne sont pas des écolos échevelés, comme la Cour des comptes ou la CNIL, disent, mais attendez, il y a un souci. L'ANSES dit, oui, on a des études, mais enfin, elles ne sont pas si sûres que ça. Et puis, l'Europe n'a pas encore mis son nez dedans, mais je pense qu'à ces jours, elle va le faire aussi. Donc, on voit bien que le vrai sujet qui est posé, c'est quel est le meilleur outil pour assurer la transition énergétique, parce que c'est quand même ça le but ici sur la table, hein, qui a le but de partager. On n'est pas des anti-compteurs intelligents, pas du tout. On dit simplement, celui-là, il est intelligent pour EDF, il n'est pas pour les autres. Donc, ce qu'on veut, c'est des compteurs intelligents pour tout le monde. Voilà. C'est assez simple. Christophe a une excellente formule tout à l'heure en disant c'est le Minitel de. C'est le Minitel bleu. Les chefs disaient c'est le Minitel pas rose mais bleu. Voilà, c'est un peu ça. Donc, si vous voulez. Il a une idée de rapporter de l'argent aux propriétaires du Minitel. Alors que Internet, c'est gratuit. Voilà, donc vous voyez, c'est une position qui est assez simple. C'est pas le bon outil, ça coûte la peau des yeux. Ça apporte pas grand-chose. Il cite la Cour des comptes. Sur le plan sanitaire, c'est quand même plein d'aléas.
pourquoi est-ce qu'on va continuer un système pareil? Voilà. Bon, alors c'est vrai que c'est un peu tard, il y en a déjà un tiers presque qui ont été dispatchés, mais il y en a 2 tiers qui n'ont pas été. Donc on peut peut-être faire quelque chose pour ces 2 tiers-là, qui permettront ultérieurement peut-être de revenir sur le premier tiers. Quand vous dites que l'interaction n'est pas possible avec ce compteur, qu'est-ce que vous voulez dire? Quelle interaction? Déjà, on nous dit qu'on peut vérifier sa consommation. Mais ce n'est pas tout à fait le cas, puisqu'on ne peut pas la vérifier en direct, et il n'y a pas de contrôle en continu, puisque l'idée c'est de dire, grâce à ce compteur, vous allez pouvoir baisser votre consommation électrique, ce qui va être bon pour la transition énergétique. Et dans le même temps, EDF à côté vous fait une pub pour consommer plus pendant les week-ends, donc c'est un peu contradictoire déjà. Mais surtout, ça n'anticipe pas l'évolution majeure du système électrique dans les années qui viennent, où, comme je le disais tout à l'heure, nous allons tous devenir à la fois consommateurs et producteurs, parce qu'on va avoir des éoliennes, des piles photovoltaïques, des piles hydrogène, je ne sais pas quoi encore, et donc on va avoir chez soi des moyens de produire en continu. Mais quand vous produisez, vous allez verser ça sur le réseau, et quand vous les consommez, vous les consommez chez vous. Et ce flux continu à la fois d'information et d'électricité, Linky ne sait pas le gérer. Et le véritable compteur électrique, c'est celui qui pourrait être capable de recevoir des petites quantités d'énergie produites pour les assimiler et les répandre sur le réseau. Ça, c'est pas encore au point. Peut-être c'est salé, mais c'est pas encore commercialisé. Et c'est l'un des problèmes qui se posent, parce que ça veut dire que dans 15-20 ans, quand tout le monde va être dans cette situation, le Linky, son obsolescence est déjà programmée, et donc les 7 milliards qu'on a bien dépensés pour l'installer, il va falloir les remettre sur peut-être 7, sur 10, 15, 20, je sais pas, il va falloir les remettre sur la table pour rechanger tout ça. Parce que ce qui est l'un des problèmes, c'est que le Linky a été pensé dans les années 2000. C'est une technologie obsolète en soi. C'est-à-dire que c'était encore à l'époque où on pensait que EDF était plus puissant. EDF plus puissant et tout passé par le réel. Maintenant, comme l'a dit Maître Amoudurand tout à l'heure, il y a d'autres technologies qui permettraient de récupérer l'information, de peut-être séparer information et transport d'électricité. Ce sont 2 choses différentes. Et puis, ce qui se rajoute, c'est quand même aussi l'étude comparative de ce qui s'est passé sur le plan européen. Vous voyez que les pays n'ont pas choisi la même technologie que la France. Et au niveau des particuliers, il y a des pays qui n'ont pas équipé tous les particuliers, contrairement à ce qui nous est dit, vous voyez, en prenant comme référence la directive européenne, l'Allemagne, il n'y a pas d'installation au niveau des particuliers, si ce n'est des gros consommateurs, comme j'ai dit, d'électricité ou des gens qui produisent de l'électricité. Et en Angleterre, eh bien, on voit qu'ils ont un écran pour lire la consommation, quand vous parlez d'interactivité. Et je terminerai, parce qu'il faut que je traîne, mais moi, je saisis la justice. Vous voyez, on a un exécutif qui veut faire passer en force le Linky avec toute la désinformation, vous voyez, qui a succédé à son installation, parce qu'au début, tout était beau, c'était non obligatoire, etc. Puis au fur et à mesure, ils deviennent de plus en plus intrusifs. Vous voyez, ils disent que, pour les gens, ils disent, Enedis a l'obligation d'installer le compteur Linky. Ils disent ça aux gens. Ils ne disent pas que c'est obligatoire, mais Enedis a l'obligation. Et donc les gens, après, ils se disent, oui, mais si je refuse, alors on leur dit, si vous refusez et que votre vieux compteur tombe en panne, vous aurez à payer. Et donc on les menace, si vous voulez, de menaces financières. De toute façon. Et de toute façon, ils payent. Et puis c'est très rare lorsque votre compteur tombe en panne. Vous voyez, et donc les gens, ils sont pris en étau. Et donc moi, je demande à la justice, par rapport à ce principe de précaution, et par rapport à cette obligation, hein, il n'y a rien d'obligatoire, et puis sur le fait que vis-à-vis des données, de la protection des données, on n'a absolument pas de garantie. Et la CNIL vient nous confirmer encore une fois ce qu'il en est. Donc je ne sais pas pourquoi on accepterait quelque chose qui est déjà dépassé à l'heure actuelle. Il y a un autre aspect qu'on n'a pas évoqué, qui peut avoir du sens surtout à l'approche des interviews de M. Macron dans l'Orne, je crois, dans les territoires un petit peu oubliés de la République, c'est dans les territoires ruraux, c'est que le déploiement du Linky va entraîner un plan social massif de plus de 10 000 personnes. C'est-à-dire qu'il va y avoir encore moins de lien social par le fait que on ne va plus avoir de contact entre les usagers et les éventuels agents EDF qui devaient passer, relever les compteurs et prendre le café à l'habitat, etc. Donc, on est en train, encore une fois, de déshumaniser la relation et on transforme le service public. Là où on avait un service public qui était normalement plus souple, plus
on va mettre en place un système cybernétique qui va être un peu rigide et qui va dire ah vous n'avez pas payé, ah vous avez passé, ça vous coûtera plus cher, on coupe l'électricité. Donc c'est un peu malheureusement une évolution de notre société qui est critiquable en soi. De quel plan social vous parlez? Je suis chez Enedis, les relevés de compteurs. Quand tout le monde sera équipé avec un compteur Enedis, l'objectif c'est de ne plus avoir de personnes qui passeront relever les compteurs. Tout sera fait de manière centralisée. Les gens font autre chose, ils ne vont pas être virés. Oui, c'est le discours que l'on tient sur l'automatisation depuis 30 ans et on voit que le chômage de masse continue de s'accroître. C'est bien beau de dire il faut autre chose, mais quoi? C'est comme quand vous remplacez les caissières, quand vous en mettez une pour une 4 caisses, il y en a bien 3 qui vont rester sur le carreau. Sur la technologie, là, vous parlez du cours important en ligne, c'est un risque sanitaire. Est-ce qu'il y a donc en Europe d'autres technologies qui ont été choisies? Vous citez la boxe, est-ce que ça a été le cas concrètement dans certains pays? C'est l'exemple que donnait Michel Rivasi en Angleterre. En Angleterre, c'est un système filaire. C'est un système filaire. Et ce problème des champs électromagnétiques qui est quand même important. Ça fait 50 ans que la recherche a commencé sur cet aspect-là. Ça fait 50 ans qu'il y a des études, il y en a 3000 maintenant, qui trouvent des effets. Et ça fait 50 ans que les agences, lorsqu'elles font des synthèses, elles disent bah, il y a peut-être quelque chose, vraiment, mais on n'est pas sûr. Donc, si on n'inverse pas la situation des gens, on va continuer ce discours. Il faut poursuivre la recherche pour la viande, ça va durer quand même assez longtemps. Il faut donc maintenant, par le biais du juge judiciaire qui lui est indépendant, pouvoir contraindre l'adversaire à récupérer cette information et à l'appliquer aux personnes qui en souffrent, aux personnes qui ne veulent pas prendre le risque. S'il y a des gens qui veulent prendre le risque, pourquoi pas? Les gens qui refusent Linky ne veulent pas prendre ce risque supplémentaire. Sur ces fréquences-là de Linky, l'ANSES, quand même, en 2009, quand elle s'appelait l'AFSET, avant la fusion avec l'AFSA, elle disait que sur les fréquences bandes dans lesquelles sont incluses celles de Linky, on n'a aucune conclusion qui peut être tirée sur l'absence d'effet délétère. Et elle mentionnait quand même, et vous savez que les critères de l'ANSES sont extrêmement stricts sur l'inclusion des études, en question de méthodologie, elle disait on a quand même des études qui nous rapportent des effets sur les systèmes cellulaires en division. Je ne suis pas biologiste, mais il me semble qu'on n'est pas très loin de la cancérogénèse quand on a des effets sur les cellules en division. Et sans nouvelles études, lors du rapport, le premier rapport de l'ANSES en faveur de Linky, rendu sur le Linky, par je ne sais pas quelle galipette, sans nouvelles études, elle nous dit, en se basant sur une comparaison avec d'autres fréquences, elle dit c'est vrai que j'ai laissé en 2009, mais comme sur d'autres fréquences, c'est pas trop mal, il faut aussi poursuivre la recherche sur ces autres fréquences, mais c'est pas trop mal. Bah, finalement, j'en conclus qu'on va se baser sur la vraisemblance et dire qu'il est peu vraisemblable qu'il y ait des effets. On ne peut pas se contenter de ça quand on a des études qui disent qu'il y a des effets. C'est ces éléments-là qu'on fait valoir devant. D'autres questions? Est-ce que vous fédérez en fait toutes les actions judiciaires en fait, qui existent en la matière ou il y a d'autres initiatives? Il y a toujours d'autres initiatives, on n'a pas la prétention d'être hégémonique et de tout fédérer, mais on est à l'écoute des propositions de confrères qui sont prêts à venir avec nous. Pas la Drôme, mais sur l'Ardèche, justement, il va y avoir une fusion de 2 actions devant le TGI de Fribourg. Notre action et puis une autre, un collectif. Il y a des initiatives autonomes et fusion. C'est toujours un petit peu l'idée, c'est qu'il faut trouver l'équilibre entre l'union fait la force et l'hégémonie. On n'est pas dans l'hégémonie, mais par contre, quand même, à Priva, il y avait un petit peu moins de monde au début, on a proposé cette union du collectif qui était parti. Très bien. Bon, ben, on peut s'attendre une Corinne ou elle est rendez-vous la séance, on est quand même chez elle, donc peut-être une dernière question. Vous avez une réaction des sous-EDF par rapport aux actions qui sont en cours, les travaux de citoyens manifestés? Non, à part le Parisien, j'ai vu une infographie qui nous parle encore du niveau de fréquence, et ils se basent uniquement sur le niveau. Ils disent, mais par rapport aux 230 volts, qui est extrêmement fort en niveau, nos fréquences, elles sont faibles. Et c'est pour nous une fourberie, une tromperie, parce que ce que dit l'ANSES, c'est par fréquence qu'on raisonne. Et donc quand on rajoute 36 nouvelles fréquences, fut-elles faibles, et encore on conteste les mesures parce qu'elles ont été faites dans des contextes qui les rendent faibles. Bon, c'est un débat qu'on aura dans le jeu. C'est technique. Voilà, c'est très technique. Mais peu importe, même si elles étaient infimes, elles sont quand même 400 fois le niveau ambiant environnemental, donc c'est pas rien non plus. S'il se passe quelque chose, on arrive à transmettre une information sur 300 mètres de longueur de fil d'un compteur à un autre. Et d'ailleurs, les compteurs des gens deviennent des relais, ce serait bien de les informer. Ils relaient les informations des voisins. Et donc, l'angle d'attaque essentiel, c'est 36 nouvelles fréquences qui sont là de manière permanente pour communiquer ces informations.
Et sur le côté permanent, j'aime une toute petite parenthèse, c'est qu'effectivement, au départ, Enedis disait, comme elle sait qu'il y a un problème et qu'il y a un problème d'effet dose sur ces champs électromagnétiques, c'est ce que quand on a fait un certain nombre d'études, ils ont dit, c'est très faible, vous inquiétez pas, c'est 1 minute par jour et c'est la nuit, c'est 1 minute. 1 minute, même les personnes électro-hypersensibles en défense, ça allait. C'était pas démesuré. Quand on a fait des mesures, ils nous ont dit, les citoyens qui ont fait des mesures nous ont dit, en fait, c'est toute la journée. On était un petit peu sceptiques, on a fait des mesures par des experts qui trouvaient la même chose. Finalement, c'était l'expertise du CSTB de juin 2017 qui dit, ah bah oui, nous aussi, on n'a pas prévenu Enedis et on a trouvé des pics toutes les 20 secondes, à peu près. CSTB? Ouais, Comité scientifique et technique. C'est juin 2017. Et du coup, ça s'explique très simplement. Enedis est passé de la première génération de Linky, le G1, au G3. Le G1, c'était 2 fréquences, et le G3, c'est 36. Et c'est ouais. Ils disent que c'est juste pour échanger un petit texto par jour sur la consommation, mais bizarrement, ils ont augmenté le débit. Ils ont investi massivement dans un nouveau débit qui est sur 36 fréquences, supporté par 36 fréquences. C'est un peu comme si vous aviez un enfant qui vous disait, avec un vieux portable 2G qu'il ne devrait d'ailleurs même pas avoir dans les mains, vous dit, c'est juste pour envoyer un texto par jour, mais je voudrais la 3G, si possible la 4G. Il y a un truc un peu bizarre, et ça rejoint le volet Big Data. C'est que quelque chose qui se prépare, et on a des écrits là-dessus, c'est le Linky Ready. C'est un protocole de communication qui va permettre, de manière très intrusive dans une maison, de communiquer à l'insu des gens. Et ça provoque plus de champs électromagnétiques que ce qui était annoncé. Mais pour répondre à votre question plus précisément, j'ai eu un débat sur Europe 1 il y a 1 mois ou 2 avec l'avocat d'Enedis. J'ai fait remarquer qu'il avait été le directeur de cabinet de Mme Taubira et qu'il était conseiller d'État. Et que je trouvais suspect ou problématique le fait que quelqu'un qui était aussi bien placé dans l'appareil d'État devienne le conseil en défense d'Enedis. Parce que ça prouvait bien qu'il y avait 2 poids 2 mesures, qu'il y avait une inégalité entre les citoyens, même s'ils sont nombreux, et Enedis, qui est certes puissante. Il n'a pas voulu comprendre. Pourtant, ce n'est pas difficile à comprendre. Enedis utilise tous les moyens de l'État. Tout à l'heure, on a évoqué les préfets, qui, chaque fois qu'il y avait un arrêté pris par une petite commune de 200 habitants, bam, ce qu'on appelle un déféré administratif, et la petite commune qui avait fait ça avec sa bonne volonté, vous voyez, son arrêté annulé par le tribunal administratif. Donc on a tout l'appareil d'État qui se mobilise pour protéger l'autre appareil d'État qui est EDF et Enedis. Eh bien, on espère que le combat citoyen qui est lancé va permettre de rappeler à tout ce petit monde qu'ils ne sont pas au service d'EDF, mais qu'ils sont d'abord au service des citoyens et des justiciables. Le droit s'applique. C'est ça. Effectivement, le débat contradictoire ne peut avoir lieu que devant un tribunal, qu'il soit administratif ou civil, en référé ou fond, on verra, puisque là, de toute façon, on est aussi obligé de faire avec les armes qu'on a, puisque Enedis ne veut pas de débat. Donc ce sera un débat contradictoire devant un juge indépendant. Voilà. Je crois que Corinne a été appelée ailleurs, donc on va cette fois véritablement arrêter sur les autres questions. Merci beaucoup à tous. Merci.